Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Guillaume de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine. Coucou. Donc si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le découvrir plus en détail, lui et son travail, dans la précédente vidéo que j'ai faite. Voilà, on a fait toute une petite discussion. Yes. Et donc, eh bien, j'expliquais justement qu'il m'avait gentiment invité à un cours de peinture parce que Guillaume, il donne des formations et des cours de peinture Tout à fait. sur figurine. Sur figurine. Tout Voilà. à fait. Et donc, derrière, vous avez Sam, voilà. Mon amoureux, que vous avez déjà entreaperçu, qui participe au cours avec nous. Aujourd'hui, pour le cours, ce que j'avais envie de voir et les choses sur lesquelles j'avais envie de travailler, la première chose, c'est tout ce qui est ombre et lumière. Ouais. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est très aléatoire, je te montrerai ça en détail, mais je sais pas vraiment où placer mes ombres et mes lumières. J'improvise, j'ai plein de manières pour ça d'improviser, soit je mets ma lampe au-dessus de la figurine, comme si la lampe représentait le soleil, et puis j'essaie de voir où sont les ombres et la lumière, mais voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis, donc ça va être plutôt quelque chose de théorique, quoi, c'est un petit peu ça, enfin comprendre, moi j'ai besoin d'un petit peu plus, avoir des bases là-dedans. Ouais. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion. Et puis après, là c'est plus quelque chose pour mes nécrons, Oui. l'autre c'était plutôt pour les sœurs de bataille, enfin en tout cas c'était un peu mes idées. Sur mes nécrons, qui ont été les premières figurines que j'ai peintes quand j'ai commencé le hobby, j'avais envie de faire de la rouille sur eux parfois. Ouais. Mais j'ai été incapable de reproduire cet effet et d'avoir de la rouille. Et donc pareil, je vais te montrer ça, mais en gros c'est ça que j'aimerais apprendre aussi à faire, quoi, pour pouvoir après réutiliser ça. Très bien. Il y a une petite partie théorie, une petite partie un peu plus pratique, donc ouais, c'est cool. Donc tes cours, tu les donnes chez toi, tout à fait. À Colombes, à Paris. Colombes, c'est ça, en région parisienne. Ouais. Et du coup, comment ça se passe si on veut prendre un cours avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà, comment ça se passe? Alors le mieux en fait pour prendre un cours avec moi, c'est de me contacter en direct, soit par mail, soit via Facebook. Okay. C'est les deux canaux où je suis le plus réactif. D'ailleurs, c'est possible aussi de me contacter avec le formulaire de contact qui est sur le blog, puisqu'il est relié à mon adresse mail, donc tout va bien. Donc, pour prendre un cours, en fait, c'est assez simple. Il suffit de définir un petit peu ce sur quoi on veut travailler. J'ai envie de dire même pas forcément, parce que c'est déjà arrivé, et ça arrive encore régulièrement, que des élèves viennent me voir pour simplement que je leur suggère moi-même des pistes d'amélioration. Donc du coup, ils viennent avec leur figurine, on voit ça ensemble. Okay. Je sais pas, ça va être, là, je vais te proposer de voir comment on peut donner plus de contraste, ou comment on peut être plus précis, ou comment on peut faire un peu mieux cet effet-là. C'est vraiment libre à chacun de me dire ce qu'il souhaite travailler, et s'il n'y a rien en particulier, juste on va dire une amélioration globale, on essaye de travailler aussi dans ce sens-là. Et en termes de cours, du coup, je propose plusieurs formats. Il y a un format à l'heure. Alors quand je dis à l'heure, c'est une tarification à l'heure, mais c'est avec un minimum de 2 heures, parce qu'en 1 heure de cours, on n'a rien de temps de faire. Clairement, ça passe beaucoup trop vite. Déjà 2 heures, c'est très short, donc du coup, c'est vraiment le minimum. Et après, sinon, j'ai un forfait 10 heures aussi, qui donne 10% de remise et qui s'étale sur 2 ou 3 sessions. Ok, voilà. Super chouette. Moi, j'aime beaucoup... quand j'ai l'opportunité de prendre un cours avec une vraie personne. Voilà, je trouve que c'est toujours une super opportunité pour progresser, pour poser directement ces questions, ce qu'on n'a pas quand on regarde une vidéo ou qu'on lit quelque chose. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. Écoute, merci beaucoup. Et puis on peut démarrer. Yes. On va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Alors, comment tu veux procéder? Je dois te montrer les figurines. Alors du coup, en fait, en général, moi je regarde un petit peu les figurines pour voir justement, soit pour identifier les axes d'amélioration, soit s'il y a un sujet en particulier qu'on veut travailler pour voir un petit peu où on en est et vers quoi on peut aller. Donc là, j'ai regardé un peu tes sœurs de bataille et tes nécrons pour voir un peu. Hop. En général, je ménage un petit peu, tu vois, je prends un long temps, je dis rien, comme ça fait bien stresser et tout, tu sais. Le verdict, quoi. C'est ça, voilà. Tu sais, en mode Top Chef, tu sais. Voilà. Non, mais c'est important, je pense, de prendre le temps de bien regarder où on en est, de savoir un petit peu quelles sont les choses qui sont bien faites, celles où il y a un petit peu plus d'amélioration potentielle. Ça permet d'aller dans le bon sens, parce que c'est un petit peu la problématique sur les réseaux sociaux notamment. Je trouve que les conseils ont tendance à être un petit peu trop systématisés et uniformisés. Dans le sens où quand je dis systématisé, par exemple, ça va être très souvent quelqu'un qui a une peinture un petit peu épaisse, on va lui dire « Ah il faut que tu dilues ta peinture ». Okay. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça.
Ça peut être parce qu'il n'a pas assez étalé la peinture sur la figurine. Ça peut être parce qu'il a mis trop de peinture sur son pinceau. Ça peut être plein de choses en fait. Et donc du coup, ça génère potentiellement des conseils qui sont, à mon sens, pas hyper pertinents. Et du coup, ça ne permet pas forcément de progresser parce que moi, en fait, si je prends cet exemple en particulier, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à l'époque, quand je me suis mis à la peinture sur figurine, on m'a souvent dit « Attention, il faut bien diluer, attention, il faut bien diluer ». Moi, je peignais avec de la flotte, en fait. Je surdiluais ma peinture, ça ne couvrait rien du tout. Je mettais 1 heure à faire une demi-couche de base, quoi. Enfin, c'était insupportable. Bah, j'ai eu ça au début, typiquement, où j'ai été pareil, angoissée de ce « il faut diluer, il faut diluer, il faut diluer, il faut bien diluer ». Et j'ai aussi besoin de mettre beaucoup trop de couches sur chaque figurine, c'est non, mais c'est clair. Alors que si j'avais quelqu'un à côté de moi pour me dire voilà, ton problème n'est pas là. On gagne vite du temps, parce que c'est vrai on peut s'enfoncer dans une direction et ne pas savoir que notre problème vient d'ailleurs, quoi. Carrément. Donc là, par exemple, tu vois, sur les éléments que tu me montres et que tu souhaites travailler, alors, on va commencer par les ombres et lumières. Ici, je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent t'améliorer ton rendu final. Il y a un point théorique et un point technique. Le point théorique, c'est comment j'identifie l'endroit où je dois avoir ma lumière. Ça, c'est la première chose, on va le voir ensemble. Et la deuxième chose, c'est comment je fais pour avoir des transitions qui sont un petit peu plus douces. Parce que c'est vrai que là, par exemple, ici, ton ombre, elle est intéressante en soi, mais c'est juste qu'elle est trop brutale. Et donc, puisqu'elle est trop brutale, on a plus l'impression que c'est un motif sur le tissu, plus qu'une ombre à proprement parler. C'est renforcé par le fait que c'est peut-être pas nécessairement comme ça, à cet endroit-là et avec cette forme-là, que l'ombre devrait se poser. Donc, on va voir ça ensemble. Encore une fois, on en a parlé un petit peu hors caméra, les drapés, c'est pas facile. Et ensuite, pour les nécrons, donc là on était plus sur de la rouille. Est-ce que c'était de la rouille que tu avais voulu faire ici, on est d'accord? Oui, en fait je voulais faire de la rouille, mais je sais que la rouille normalement c'est sur le métal métallique. Là je l'ai mis sur le côté cuivre, voilà, ça peut être du vert de gris sinon en fait, mais j'aimerais bien avoir un petit effet d'usure sur mes nécrons. Quoi, donc, Parce que là c'est vrai qu'en fait je perçois pas de la rouille parce que tu as utilisé une peinture métallique pour le faire, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup en fait ça a cette brillance. Alors que justement là, en fait là tu vois, et c'est une chose qui est importante et j'en reparle souvent, c'est que c'est important de ne pas faire les choses en fonction de ce que tu as en tête, mais en fonction de références. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris, sur lequel Girio a beaucoup insisté quand on discutait ensemble. Et le fait d'avoir des images préconçues dans la tête, souvent te conduit à faire des erreurs qui font que ton œil ne reconnaît pas ce que tu veux faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as une fausse image. Et du coup, quand ton œil regarde, il dit bah ouais, mais moi en fait, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de le voir. Et en l'occurrence, la rouille ne peut pas être métallique, justement parce que c'est quelque chose de mat. En fait, sur celui-là, donc j'avais pas fait d'effet de rouille ni rien. Non, là c'était du voilà, cuivre, c'est juste de l'effet comme ça. Et sur celui-là, effectivement, c'est les taches ici, c'est ça, mais qui n'ont pas été faites avec de la métallique. On dirait, d'accord. Mais en fait, c'est par transparence. Par transparence, ok. Elles ont vraiment, non, pour le coup. Tu vois, là, typiquement, ça montre, là, ce qui vient de se passer, ça montre à quel point c'est difficile de donner un conseil. De par une photo. Parce que là, moi, je l'ai en direct et j'ai eu une sensation. J'aurais pu avoir la même en photo, à savoir, j'ai l'impression que tu as peint avec de la peinture métallique. Et donc, du coup, mon conseil serait, non, il ne faut pas peindre avec de la peinture métallique, il faut peindre avec autre chose. Sauf que tu n'as pas peint avec de la peinture métallique, c'est par transparence qu'on voit les pigments du dessous. C'est ça. Donc, le problème n'est pas le même. C'est pas parce que tu as utilisé la mauvaise peinture, c'est parce que tu n'as pas une couvrance suffisante sur ta peinture ici et que du coup, ça, on peut le corriger. Mais on le corrige différemment. Donc ça montre justement en direct pourquoi c'est important de fonctionner comme ça aussi. Donc on va voir les deux choses, bien sûr, et on va en profiter aussi pour voir un petit truc sur le métallique en NMM, en TMP, là, pour essayer de rendre ça un peu plus punchy. Trop bien. Ok ? Génial. Allez, tu veux commencer par quoi ? Hop. Je veux commencer par les sœurs de bataille peut-être. Ouais. Alors, du coup, sur les sœurs de bataille, il y a deux choses importantes. On va voir un peu ça d'un point de vue, comme je le disais, donc d'un côté plutôt théorique et de l'autre côté plutôt pratique, technique en tout cas. Ici, une première chose qui aide à comprendre quel est le positionnement que tu vas devoir, entre guillemets, mettre sur ta figurine en termes d'ombre et de lumière, c'est de définir quel est le référentiel dans lequel tu vas te placer en termes de type de lumière.
Je m'explique. On va avoir plusieurs possibilités. Les lumières générales ou la lumière orientée / zénitale. Pourquoi je dis / zénitale? C'est parce que zénitale, ça parle. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est un peu un abus de langage, dans le sens où une lumière zénitale, c'est une lumière qui vient pile par le dessus de la figurine. Oui. Le zénith, c'est quand le soleil est au plus haut, il est à la verticale, donc ça tombe pile sur le dessus de la tête. Grosso modo, si tu peins tes figurines avec une lumière strictement zénitale, toutes les lumières vont être sur le dessus, et toutes les ombres vont être pile au-dessous, et au milieu, tu vas avoir des espèces de dégradés intermédiaires. Et donc du coup, puisque les lumières, c'est ce qui va faire l'intérêt visuel de ta figurine, ton intérêt visuel, il va être quand tu vas regarder ta figurine du dessus, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ok. Tu vois, il vaut mieux que ça soit une lumière orientée. Donc si je prends la figurine comme ça, pas avoir une lumière zénitale, mais avoir une lumière orientée qui va par exemple venir un peu plus comme ça. Donc il va taper dans un, je sais pas, dans un 45 degrés, un peu comme ça, tu vois, vers ici. Ce qui fait que ça va donner vachement plus de richesse à tous les volumes qui composent ta figurine. Donc ça, c'est dans le cas d'une lumière orientée. Sur une lumière dite générale, c'est typiquement la peinture de Games Workshop. La peinture Heavy Metal, c'est... et là, donc, on va voir la différence entre les deux. Donc là, c'est ce que je viens de dire. Sur une lumière orientée, on va considérer que tu as ta figurine comme ça. Hop, magnifique sort de bataille, n'est-ce pas? On va lui rajouter une cape. Hop, voilà. Et donc, du coup, là, tu as une lumière orientée. Donc, elle vient un petit peu dans ce sens-là. Lumière qui est une lumière naturelle, lumière typiquement du soleil. Alors certes, ici, on n'est pas sur Terre, ou pas tout le temps, une lumière de 40 000, mais voilà, on va considérer une lumière d'un astre qui éclaire la planète sur laquelle tu te trouves. Et donc du coup, les distances font que, typiquement, le soleil, tous les rayons du soleil sur la Terre, ils arrivent de manière parallèle les uns aux autres. Donc ça, c'est ce qu'on a aussi tendance un petit peu à oublier. Quand on fait une lumière qui est orientée, ça ne veut pas dire qu'on a un faisceau lumineux qui arrive et qui n'éclaire que cette zone-là. Toute la lumière arrive comme ça, de manière vraiment parallèle. Ok ? Oui. On verra un petit peu plus dans le détail ensemble les petites nuances qu'il va y avoir à ça, mais déjà ça donne un aperçu. Ça veut dire que typiquement là, si moi la lumière arrive de ce côté-là, je vais avoir toute cette face-là qui va être globalement plus éclairée, toute cette face-là qui va être globalement plus dans l'ombre. Ça, c'est une possibilité de style de peinture et du coup de référentiel de lumière. Autre chose, lumière générale. La lumière générale, là, on considère que la même sœur de bataille, qui a certes une plus grosse tête, là, la lumière, elle arrive dans toutes les directions. Ok. Comme ça. Ok. Ça, c'est encore une fois, c'est ce qu'on retrouve sur les peintures de Games Workshop. Un petit peu moins maintenant, il y a des nuances là-dessus, mais ça, historiquement, c'est la peinture style Heavy Metal, c'est comme ça. Et ça va vachement changer le positionnement des ombres et des lumières. Et c'est pour ça que c'est intéressant, dès le début, de se positionner soit dans l'un, soit dans l'autre, parce que si c'est pas clair pour toi, potentiellement, il y a des moments où tu vas raisonner comme ça, il y a des moments où tu vas raisonner comme ça, et ça n'aura aucun sens. Ouais, ça, oui. Je vois bien. Mais du coup, une lumière générale, est-ce que c'est censé représenter quelque chose qui arrive dans la vraie vie, ou c'est pas... Parce que là, il n'y a plus d'histoire de soleil qui arrive, ou quoi que ce soit, ça arrive... En fait, c'est dans les deux cas, c'est pas 100% réaliste. Ok. C'est pas 100% réaliste parce que, à part les plus belles peintures où vraiment on y passe beaucoup de temps, il y a plusieurs sources de lumière, notamment là par exemple si on prend sur Terre avec l'atmosphère, tout ça, on va rentrer un peu plus dans le détail. On a notre petite sœur de bataille, hop, toujours avec sa cape. Toujours. Elle n'est pas suspendue en lévitation dans le vide. Okay, elle n'est pas suspendue, elle est par terre. Et elle n'est pas dans le vide, il y a une atmosphère. Donc, ce qui fait qu'on a notre petit soleil qui est ici, qui lui va en effet éclairer comme ça avec des rayons qui sont parallèles les uns aux autres. Donc là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la lumière directe. Okay, on a dit le sol. Le sol, lui aussi, il va être éclairé par le soleil. Donc si on continue, notre rayon, on va avoir un rayon qui va venir comme ça, là, hop, et qui va rebondir sur le sol. Ça, c'est la lumière réfléchie. Et ensuite, on a l'atmosphère. L'atmosphère qui va courber les rayons du soleil, parce qu'il y a des petites particules dedans. Quand le rayon du soleil va taper sur une petite particule, pof, ça va courber. Et donc, du coup, on va avoir une lumière qui, elle, ne sera pas droite et qui va venir courber comme ça. Et donc, tout ça fait que c'est d'une telle complexité qu'on simplifie les choses en choisissant un de ces deux référentiels-là, en accentuant plutôt la lumière directe, ou alors en disant, voilà, il y a de la lumière de partout. D'accord. Okay. La différence entre ces deux choses-là, c'est le comportement même de la lumière sur
une figurine. Et ce choix-là peut être fait en fonction des techniques qu'on va utiliser. Ok. Par exemple, si on utilise brossage à sec et la vie, c'est peut-être plus facile d'aller sur un référentiel de lumière générale. Pour une bonne raison, c'est que si on a des volumes comme ça, hop, tu vois, des espèces de petites vagues, Oui. on utilise notre brossage à sec, poum, 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 donc on va éclairer ici, là, là. On utilise notre lavis, il va se mettre dans les creux comme ça. Ouais. Et ça, c'est typiquement de la lumière générale. D'accord. Pourquoi ? Parce que lumière générale, ça veut dire qu'elle arrive dans toutes les directions comme ça. Donc, si elle arrive dans toutes les directions comme ça, le point ici, culminant de ce volume, il va être éclairé un petit peu par toutes les zones. D'accord ? Donc, c'est lui qui va recevoir le maximum de lumière. Par contre, cette zone-là, elle n'est pas éclairée par ces deux sources-là. Ouais. Cette zone-là, elle n'est pas éclairée par ces deux sources-là. Donc, en fait, ici, on est au plus clair. Puis ensuite, on va progressivement vers les creux aller au plus sombre, pour remonter vers les volumes au plus clair, et ainsi de suite. La lumière orientée, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ok. La lumière orientée, hop, on fait à peu près le même pattern. La lumière orientée, elle vient comme ça. Hop. Donc, ici, on va avoir de la lumière, ici de l'ombre. Ici, on va avoir de la lumière, ici de l'ombre. Et on voit la différence, c'est que là, la lumière s'arrête là, et en fait, elle est segmentée comme ça. D'accord ? Et donc, du coup, ça veut dire que les deux référentiels sont très différents. Si tu n'es pas propre sur ta définition de dans quel référentiel je suis, forcément, ça peut mener à des confusions. Oui. Donc, ça, il faut choisir dès le début, quoi. C'est ça. Déjà ça et... Tout à fait. Donc ça, c'est une première étape pour définir un petit peu mieux où vont les ombres et où vont les lumières. On va creuser un petit peu ça encore. Oui. Comme je dis, on va voir ça ensemble, mais c'est une première étape déjà pour définir un peu certaines choses. Ok ? Ok. Donc du coup, je vais t'en prendre une. Ouais. Tu veux travailler sur laquelle ? Comme ça, j'en prends une sur laquelle tu travailles pas. Tiens, tu peux prendre celle-là. Ok. Moi, je vais travailler sur celle-là. Alors, là, ce qu'on va faire, du coup, moi, habituellement, dans les cours, comme je te le disais, je propose de travailler avec mes peintures. Ouais. Sauf que là, en l'occurrence, vu que tu as ramené les tiennes, je te propose de travailler avec les tiennes, comme ça sera les mêmes couleurs que tu pourras reproduire chez toi, et ça va pas jurer par rapport au schéma que tu as déjà pris. Très bien. Ton ombre forte, là, ici, c'est quoi ? C'est ça ? Sur la cape, l'ombre sur la cape, c'est ça. Mais... Ah, c'est du lavis, d'accord. Ah oui, c'est ça. Ok. Ce qu'on va faire, en fait, c'est un peu déroutant les premières fois. Ouais. Mais en gros, on va faire une méthode de peinture qui va servir vraiment à apprendre. Ça ne veut pas dire que tu pourras plus utiliser les lavis ou quoi que ce soit, mais là, on va pas en utiliser. Très bien. Parce que les lavis, c'est trop bien. Ça fait le boulot tout seul. Ouais. Mais t'apprends pas si ça fait le boulot tout seul. Ça. Et donc du coup, on est sur, vu que tu appliques un lavis rougeâtre, rouge violacé, sur du jaune, c'est du violacé. Oui. Le jaune est la couleur complémentaire. Ouais. Donc c'est pas incohérent d'avoir quelque chose dans les ombres qui se désature et tend un peu vers le marron. Parce que le marron, c'est quelque chose qui est c'est un mélange un peu de toutes les couleurs et qui se désature parce que vu que c'est la complémentaire, quand tu mélanges deux couleurs qui sont complémentaires, elles se désaturent. Okay ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelque chose qui est un poil moins saturé que ton jaune. On va prendre ce marron là, alors il est quand même bien saturé, mais ça devrait faire le boulot sans trop dénoter en fait. Ok. Hop. Et donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire le cheminement classique de je fais une couche de base, qui est mon intermédiaire, je fais un lavis, et ensuite je fais mes lumières. D'accord. Là, on va tout de suite poser notre ombre. D'accord. Et ensuite, on va faire progressivement lumière, ce qu'on appelle le layering, le couche par couche. Ok ? Et ça, c'est hyper intéressant de bosser comme ça. Pas parce que c'est mieux que le reste, ça on s'en fout en soi. C'est parce que ça permet de bien comprendre. C'est-à-dire que si tu fais une erreur de placement de lumière, tu le vois. Avec le lavis, ça fait le taf un peu tout seul. Sauf que, manque de bol, ça fait pas hyper bien le taf sur un drapé. Et c'est pour ça que les drapés, c'est difficile à faire. Parce que t'as pas d'aide en fait là-dessus.
Sur un drapé, il n'y a pas vraiment d'accroche, c'est un peu pénible. Donc on va voir un petit peu comment on travaille ça ensemble. Allez. Donc, moi je commence par ça. Ok. Oh, ça fait si longtemps que j'ai pas pris de la peinture dans un pot comme ça. C'est merveilleux pot. Hop, on dilue un petit peu, pas trop. Alors je teste toujours un petit peu sur la peau la consistance de la peinture, surtout quand c'est une peinture avec laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. Ok. Là par exemple je l'ai pas assez dilué, ça se voit parce que premier passage ça fait un gros pâté et ensuite c'est tout sec. Alors là tu vois j'ai dilué ma peinture. Maintenant il y a une première chose, ce que je te disais un petit peu hors caméra, c'est souvent, tu sais on voit un peu trop à mon goût le conseil, faut diluer sa peinture, faut diluer sa peinture. Alors oui il faut la diluer mais pour moi il faut simplement la fluidifier, c'est-à-dire il faut la rendre plus facile à étaler, mais il faut pas que ça soit un lavis ou un truc qui soit pas du tout opaque parce que sinon tu mets 3 plombes à peindre ta figurine, d'accord ? Par contre, quelque chose qui est vraiment important, c'est la quantité que tu vas mettre dans ton pinceau. Ça oui, c'est important. Si tu en mets trop, tu vas complètement engluer tous les creux de ta figurine. C'est comme l'image que je donne, c'est la peinture des murs en fait chez toi. Si tu prends un pinceau, que tu le trempes dans le pot de peinture, que tu fais sprouch et que tu retournes dans le pot de peinture et que tu refais sprouch, bah oui, c'est pas de la peinture, c'est un crépi le truc. Par contre, si tu prends un rouleau et que tu as juste ce qu'il faut comme peinture, et qu'en plus de ça, tu étires, tu croises et tu étires, bah bizarrement, ça fait quelque chose de lisse. Eh ben, sur ta figurine, c'est pareil. Donc là, on va chercher à ne pas prendre trop de peinture sur le pinceau. Donc moi, en fait, grosso modo, alors là, j'en prends un gros, tu vois, j'ai pris un taille 4. Alors, c'est un taille 4 de Da Vinci, donc ils sont plus petits que les taille 4 de Raphaël, par exemple. Je pense que tu peux enlever une taille pour avoir le Raphaël. Je vais prendre de la peinture comme ça. Hop. Tu vois, ça fait, allez, un petit tiers des poils, pas plus. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est étirer. Donc là, quand je prends ma figurine, je viens poser là, tu vois, au début, je tapote comme ça, là, je pose ma peinture, et ensuite, là, j'étire. Et j'étire vraiment. Et tu vois, avec un coup de pinceau comme ça, hop, j'étire vraiment très loin. Alors, tu es en train de te dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cet arnaqueur? Il déborde de partout, c'est un gros sagouin. Oui, monsieur, je déborde de partout. Oui, madame, je déborde de partout. Parce que je m'en fous, en fait, c'est de la sous-couche. Et donc, du coup, je perds pas de temps. Voilà. Si ça doit déborder, ça déborde. C'est mieux si ça déborde pas, bien évidemment. Mais là, on n'est pas sur de la peinture type contraste, justement. La contraste, faut pas déborder, sinon c'est pénible. Là, on s'en fout. C'est de la sous-couche. Donc, je vais de toute façon repeindre dessus. Je vais pas non plus le faire volontairement. Mais par contre, tant que la couche elle est relativement fine et qu'elle ne vient pas créer une surépaisseur, je n'ai absolument aucun souci pour repeindre par-dessus. Parfois même, ça peut être intéressant dans le sens où on a une sous-couche noire qui est sombre. Si tu fais une couleur un peu plus claire dessus, bah, du coup, tes couleurs plus claires, elles vont être plus marquantes. Donc parfois, ça peut même être volontaire de dire, bah tiens, je remets une petite couche un peu partout, d'une couche plus claire. Donc, on pose sa peinture, on étire bien. Par contre, la chose qu'on ne doit absolument pas faire, c'est de revenir sur une zone qui n'est pas sèche. C'est tout à fait normal d'avoir une couche qui n'est pas homogène en un seul passage. D'accord. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, on n'essaye pas à tout prix d'homogénéiser, parce que ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est on passe, on a une couche qui n'est pas sèche. On repasse, on a l'impression qu'on en met, alors qu'en fait, on a juste enlevé la première couche et éventuellement remis un peu une deuxième, mais du coup, c'est comme une première. Et là, à ce moment-là, au fur et à mesure que la peinture va sécher, on va accumuler, et ça va faire des pâtés. Par contre, on cherche à faire une couche de base homogène. C'est notre ombre la plus forte, on ne laisse pas de zone noire. D'accord. Donc au début, là, on va avoir une espèce de couleur un peu qui ressemble plus à du cuir. Alors, donc là, du coup, je vais prendre du jaune. Ton premier jaune, là, donc le Everland Sunset. Et donc, je vais me créer un premier mélange, à peu près 50-50. Donc on va commencer à faire les premières petites transitions. Et donc, on va bien avoir en tête dans quel référentiel on s'est placé et comment on identifie à quel endroit on va poser nos lumières. Donc là, par exemple, si on considère... Bon, là, elle regarde dans ce sens-là. C'est pas rare d'avoir comme point focal l'axe du regard de la figurine. Sauf que là, ça s'y prête pas trop parce qu'elle serait trop de profil, en fait. Donc on va décaler un peu et on va faire une lumière qui vient un peu plus comme ça, dans cette direction-là. Sauf que si tu fais une lumière unique qui vient comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir toute cette zone-là dans la lumière, là et là, donc les côtés de manière intermédiaire, et puis le dos serait globalement complètement dans l'ombre. Donc complètement chiant à regarder, quoi, clairement. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une lumière principale comme ça, et on va faire une lumière secondaire, pile à l'opposé. D'accord. Et donc là, par exemple, une fois que je suis ici,
Donc, on a notre lumière qui est comme ça. On va pouvoir commencer à essayer de comprendre quels sont les volumes qu'on voit sur notre drapé. Donc, par rapport à ce qu'on a vu ensemble, on va prendre notre peinture, on va poser la peinture à l'endroit de la lumière maximale, et on va commencer à descendre comme ça, en respectant la forme qui correspond, la forme de lumière qui correspond à la forme qu'on a vue ensemble, dépendamment du type de volume qu'on a, d'accord ? On va prendre notre peinture, et la partie du haut, qui est la partie la plus lumineuse, là, on va peindre y compris les ombres. D'accord. On va tout peindre, toute cette zone-là, voilà, je la noie complètement dans la peinture. Ouais. Alors, je la noie au sens figuré. Mais surtout, j'essaie de ne pas en mettre trop, hein, pour pas reboucher, pour pas boucher les plis, tout ça. Oui. Et par contre, une fois que là, j'ai peint, tu vois, par exemple, là, je vais peindre, je pense, on est quand même encore assez clair dans notre... encore assez sombre, pardon, dans notre couleur, si on veut arriver à du jaune. Donc là, je pense que je vais faire au moins la moitié que je fais totalement de cette couleur-là, de manière uniforme. Oui. Et par contre, sur le bas de la figurine, là, ce qu'on peut faire, c'est commencer à cadrer. Donc, on a tout en bas l'arête de la cape. Une arête, c'est toujours un cran plus clair. Donc là, je vais prendre toute l'arête avec cette couleur-là. Ouais. Donc là, je vais te parler de deux trucs. Le premier, c'est le métal en lui-même. Et le deuxième, c'est en effet l'effet rouille. Ok. Le métal en lui-même, j'aime bien partir de quelque chose de noir bien foncé, bien propre, bien noir, et de directement travailler en brossage à sec dessus quand c'est sur une si large zone que le Necron, qui est globalement tout de la même couleur si on le souhaite. Si on le souhaite, on peut faire des couleurs différentes, mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Et donc du coup, ici, en fait, pourquoi je te dis ça ? C'est parce que c'est difficile d'obtenir une ombre profonde avec une peinture métallique. Donc, je me sers de la couleur noire mat pour faire l'ombre. Le fait que les peintures sont métalliques, c'est parce que dedans, il y a des pigments qui sont métalliques et donc du coup, qui vont refléter la lumière. Si on en met dans les ombres, on va du coup avoir des reflets de lumière dans les ombres. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une impression de moins sombre. Parce qu'il va y avoir, tu sais, quand on va tourner, on va avoir un petit peu de lumière qui va se refléter. Alors que si c'est du noir mat, pas de risque. C'est du noir mat, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on part directement là-dessus. Donc déjà, la première chose pour le brossage à sec, tac, je pose pas sur ma palette humide. Hop, voilà, j'en prends pas beaucoup, ça sert à rien. Et donc du coup, je vais prendre un pinceau qui est pas trop gros parce que les Necrons sont assez fins quand même. Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, je prends un petit peu de peinture comme ça. Vraiment, j'en prends pas beaucoup, ça sert à rien parce que vraiment, je vais en décharger énormément. Oui. Souvent, l'erreur dans un brossage à sec, c'est qu'on n'en décharge pas assez. Donc là, je décharge vraiment, comme ça. Ouais. Là, je teste ici. Un passage, je vois rien. Plusieurs passages, je commence à voir. C'est plutôt pas mal. Okay. Donc là, on va vraiment se mettre dans l'axe de la lumière et on va commencer à bosser en brossage comme ça. Et tu vois comme ça apparaît vraiment très progressivement avec la succession des passages. Oui. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Si ça apparaît dès le premier passage, vraiment c'est qu'il y en a trop. D'accord.
Et tu vois, on obtient quand même vraiment quelque chose de métallique, il n'y a pas de souci. C'est clair. Donc, on va travailler comme ça. Donc là, déjà, par exemple, si on voulait un métal très foncé, Ah oui, là, ça déjà... fonctionne. Ouais, c'est clair. Et ça fonctionne de manière hyper naturelle. Donc, ça prouve qu'il faut vraiment bien décharger son pinceau. On veut un métal plus clair, pas de souci. On va refaire un passage. Il vaut mieux faire 2 petits passages. Ce sera beaucoup plus fin et beaucoup plus joli que de faire un gros passage, parce que le gros passage, il va faire des grosses traces, et ça, c'est super vilain. Donc, ça demande, mine de rien, de bien orienter son pinceau. Parce que si, par exemple, je veux faire ces arêtes-là, et que je passe dans le sens comme ça, en fait, je vais faire une couche qui est uniforme. Parce que le principe du brossage à sec, c'est qu'il y a un creux comme ça, mon pinceau vient frotter ici, ne passe pas dans le creux, et vient frotter là. Donc, il faut bien que je fasse comme ça. Si je fais comme ça, je passe dans le creux. Donc, on fait un deuxième passage. Et là, on voit bien que ça va augmenter notre clarté. Ça va, du coup, faire passer sur un métal qui est plus clair. Tu vois, tout de suite, on le voit. Ouais. Mais encore une fois, avec une certaine finesse. Hop, là, on n'est pas trop mal. Ouais, nickel. Okay. Et donc, du coup, maintenant, on va passer au plus clair. J'ai vu que tu avais du silver, il me semble. Oui. Ouais. C'est pas énormément plus clair. On va le faire quand même, mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec du métal très 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 clair pour faire les éclaircies max. Okay. J'aime bien travailler avec des métaux qui sont quasi blancs en fait. Parce que comme ça, du coup, ça fait des très belles lumières bien pétantes. Okay. Et donc là, on va y aller encore plus délicatement. Pour que vraiment ça se restreigne encore plus sur les zones. Là, tu vois, je repasse dans l'autre sens pour venir chercher les arêtes un peu. Hop. Et voilà ce que ça donne. Et là, pour le coup, genre, hyper rapide quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire plus vite ? C'est clair, franchement. Et pour le coup, le rendu, il est là quoi. C'est correct. C'est pas... Ça va pas gagner un Golden Demon. Non, c'est pas l'objectif. Mais par contre, si tu veux faire une armée comme ça, sur le champ de bataille, t'embêtes pas à faire plus, ça sert absolument à rien, tu vois. La seule chose que tu peux faire éventuellement, c'est accentuer, tu sais, ce gradient de clarté pour remonter encore plus clair ici et du coup rester peut-être un petit peu plus foncé en bas, d'accord ? Tout simplement. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir pour la fameuse rouille, ok ? Ouais. Alors du coup, là, on a pris un pinceau voilà, que j'ai volontairement ébouriffé. Oui. En gros, on le regarde, le pinceau, puis on dit « je ne t'aime pas !» Et paf, comme ça, on le flingue. Hop, on peut tapoter comme ça et tout. Donc c'est pour ça que je parlais d'un vieux pinceau. Évidemment, on fait pas ça avec un pinceau tout neuf, ça n'aurait vraiment pas de sens. Oui. Mais par contre, ce qu'on cherche, c'est vraiment à l'ébouriffer comme ça. Oui. Ok. Et donc, exactement, c'est vraiment le palmier classique. Oui. Et donc, du coup, pour faire de la rouille, on va utiliser un peu la même méthode qu'on a faite avant, c'est-à-dire qu'on va monter progressivement en clarté, okay, mais sur des couleurs qui sont bien évidemment beaucoup plus rouille. Donc l'idée c'est d'avoir une progression. Au plus on est sur du rouge, au plus on est foncé, au plus on est sur du orange, au plus on est sur du saturé clair. D'accord. Et donc du coup, on va utiliser ça. Alors pareil ici, pas besoin de diluer ou quoi que ce soit, donc je le mets pas dans ma palette humide. Je vais venir prendre comme ça, sur la pointe de mon pinceau, qui n'est plus vraiment une pointe, et je vais tapoter comme ça en dehors de la figurine. Ok ? Et je tapote comme ça jusqu'à ce que ça fasse des points. Je veux plus que ça fasse des grosses taches, je veux que ça fasse des petits points comme ça. Voilà. Là, on commence à être pas mal. Ah oui. Hop, voilà, comme ça. Ok ? Et donc ça, du coup, je vais venir, par exemple, là, je vais le faire sur cette zone-là. Je vais venir tapoter comme ça. Et on vient faire du pattern complètement aléatoire. Comme ça. Ouais. D'accord ? Dans un premier temps, on va être quand même assez large sur la zone qu'on couvre. C'est la zone qui est globalement oxydée. Oui. Donc là, tu vois, il y a quand même une zone qui est assez large. D'accord ? Effectivement. Une fois qu'on a fait ça, on va simplement monter progressivement de couleur en couleur. Et au plus on va monter en couleur, au plus on va vouloir que nos points ils se détachent les uns des autres. C'est-à-dire que dans un premier temps, avec le rouge foncé, on va avoir une espèce de grosse tache. Et petit à petit, on va plus être sur quelque chose qui va ressembler à des petits points pour représenter la piqûre de la rouille en fait. Puis ensuite, on continue. Oups. Et là, on va continuer à piquer comme ça. Ok.
Et là, on commence à être vraiment pas mal. Donc je pense que mon orange, je vais même pas le mettre. Non, Tu trop. vois, parce que voilà ce que ça donne. Trop bien. Donc voilà. Merci beaucoup. Je sais pas si ça va te permettre du coup d'être si. plus réaliste Clairement. sur la rouille, mais en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne, surtout sur de la peinture assez rapide. Après quand c'est de la peinture un peu plus avancée, t'essayes d'apporter un peu des nuances, t'essayes d'avoir une forme un petit peu plus réfléchie à ton pattern, mais pas trop non plus parce que c'est quand même de l'aléatoire. Enfin, c'est un petit peu compliqué ce genre de choses. L'aléatoire, c'est très difficile à générer en tant qu'être humain. Donc du coup, c'est vrai que c'est toujours le petit truc sur les textures où c'est un peu compliqué. Non mais top, moi c'est bien parce que mes premiers essais, bon c'était aussi quand j'ai débuté, donc c'est vraiment mes premières figurines, mais j'avais vraiment essayé juste de fabriquer une couleur rouille et puis de la mettre sur la figurine, quoi, c'est tout, quoi, mais qu'elle soit toute prête d'un coup et donc sans penser que je pouvais appliquer plusieurs couleurs différentes pour avoir l'effet à la fin, donc voilà, quoi, ça change complètement la manière de l'aborder et c'est ça qui est très intéressant à retenir pour moi là. Ouais, mais complètement, en fait c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier les photos, c'est parce que du coup là, si tu regardes des photos de rouille, tu te rends compte que tu as différents stades de rouille à un même endroit. Et donc du coup, ces stades de rouille n'ont pas la même couleur. Et puisqu'ils n'ont pas la même couleur, il faut arriver à retranscrire ça sur ta figurine. À l'échelle de la figurine, c'est super difficile parce que du coup, c'est tout petit. Mais c'est pour ça qu'on essaye d'utiliser des techniques de pointillisme comme ça qui permettent de fonctionner un petit peu plus de manière réaliste sur la rouille. C'est vrai que si on essaie de mettre des gros coups de pinceau, là, ça fonctionne pas. Eh bien, nous voilà à la fin du cours de peinture, qui, ma foi, aura été super instructif. On a dû faire 3 heures de cours, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être un petit peu moins. Après, c'est vrai que vu qu'on filme en même temps, ça prend un petit peu de temps aussi, donc c'est un petit peu rogné. Exactement. Mais ça a permis de voir pas mal de choses, d'avoir toute une partie théorique, des parties plus pratiques où j'ai pu peindre moi-même, expérimenter des choses et voilà, et d'avoir des précieuses explications en direct et pouvoir poser ces questions aussi directement, c'est quand même super chouette. Donc encore merci à toi. Avec pour plaisir, cours. Merci d'être venu, c'était cool. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus sur les... on a déjà dit pour les cours, mais peut-être où est-ce qu'ils peuvent te suivre pour me suivre, c'est il y a la chaîne YouTube. On va dire pour le contenu, c'est chaîne YouTube, blog et la chaîne Twitch. Et pour ce qui est de plus discuter, échanger, ça va être sur Facebook ou sur Discord, parce que j'ai aussi un Discord Apprendre la peinture sur figurine. Et puis éventuellement par mail aussi. C'est vrai que ça, je le mentionne pas systématiquement, mais par mail, j'essaie de répondre au plus de personnes possible. Des fois, ça met un peu de temps, parce que des fois, j'ai du retard sur les mails, mais globalement, j'essaie quand même de répondre. Et puis surtout à ceux qui suivent la newsletter, tout ça, du coup, qui se sont inscrits en passant par le blog. Ça, je fais vraiment l'effort de répondre à tout le monde, quoi. Trop bien. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez apprécié ce format et découvrir un cours de peinture, comment ça se passe, et puis d'en apprendre plus sur Guillaume. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram si vous voulez voir un petit peu plus de choses de hobby au quotidien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Au revoir. Ciao. J'ai tapé dans le micro.